Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Amy Garaki et je suis la gestionnaire de programme TA à l'école et la modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Bienvenue au premier webinaire de TA à l'école. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le programme, TA à l'école est une ressource bilingue destinée aux éducatrices et éducateurs de la province de l'Ontario pour les aider à adapter efficacement leur approche dans l'enseignement aux élèves ayant des troubles d'apprentissage. La direction des politiques et des programmes de l'éducation de l'enfance en difficulté du ministère de l'Éducation de l'Ontario a fourni un soutien pour la production du présent webinaire. Veuillez noter que les opinions exprimées dans ce webinaire ne reflètent pas nécessairement les opinions du ministère de l'Éducation. L'équipe TA à l'école est contente de présenter ce webinaire et la Dr Nadia Rousseau qui présentera les technologies d'aide des outils spécialisés en réponse à un besoin individuel. Un peu d'item cuisine. Vous êtes placé en sourdine jusqu'à la fin du webinaire et à ce temps, vous aurez l'occasion de demander vos questions à la Dr Nadia Rousseau. Après le webinaire, nous vous enverrons les diapositives et les notes de la présentation de Dr Nadia Rousseau et un lien vers un sondage afin de connaître vos commentaires à propos du webinaire. Dans environ 2 semaines, l'enregistrement du webinaire sera disponible et nous enverrons un lien à tous les participants. Ceci prend soin des items cuisine. À ce temps, j'aimerais introduire la Dr Nadia Rousseau. Notre conférencière, Nadia Rousseau, détient un doctorat en psychopédagogie et une maîtrise en éducation spécialisée de l'Université de l'Alberta. Elle est professeure titulaire au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 1998. Titulaire de la chaire de recherche Norman Maurice, responsable du KISAC, qualification et insertion socio-professionnelle des jeunes adultes québécois, et chercheur régulière au LICIS, Laboratoire international sur l'inclusion scolaire. Elle remporte en 2009 un prix d'excellence en recherche. Ses travaux portent sur l'expérience scolaire et la connaissance de soi des jeunes ayant des troubles d'apprentissage, la pédagogie inclusive, les facteurs clés favorisant la qualification et l'obtention d'un premier diplôme d'un plus grand nombre de jeunes ayant des difficultés scolaires importantes. Bonjour Nadia, le plancher est maintenant à toi. Alors bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous en cette belle fin de journée. Je voyais la photo tout à l'heure et c'est une belle photo où il faisait chaud et bon en plein été, alors on va tous s'y rendre. Et d'ici là, on va continuer d'accompagner nos jeunes jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors, la présentation porte sur les technologies d'aide, des outils spécialisés en réponse à un besoin individuel. Tout d'abord, je vais vous montrer le plan de la présentation. Alors, clarifier 3 perspectives d'utilisation des technologies d'aide. L'utilisation des technologies d'aide, on verra 2 perspectives pédagogiques complémentaires, de même que les conditions d'utilisation optimales. Ensuite, on regardera au niveau de l'identification des éléments clés à prendre en considération dans la mise en œuvre des technologies, mais aussi dans la sélection, en faisant le choix de la technologie. On regardera enfin l'identification des technologies d'aide les plus susceptibles de contribuer à l'apprentissage des élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Alors, tout d'abord, un langage commun, de façon à ce qu'on se comprenne bien là, tout au long de la présentation. Premier élément, on parle vraiment de stratégie compensatoire. Alors, une stratégie compensatoire, c'est la façon dont une personne apprend à faire face à ses difficultés d'apprentissage en misant sur ses forces personnelles et exploitant une stratégie qui vise à contourner certaines habiletés déficitaires. Alors, si on regarde ici, contourner certaines habiletés déficitaires, et l'idée, c'est vraiment de contourner une difficulté pour nous permettre de mieux apprendre ou de mieux vivre la situation.
Alors, la compensation pour un élève en situation de handicap, on a une belle citation ici de Bertrand. C'est le droit de bénéficier du principe de l'égalité des droits et des chances par la prise de toute mesure individuelle qui contribue à compenser son handicap dans la limite de ce qui est humainement et techniquement possible. Alors ici, on est vraiment dans le techniquement, bien que la dimension humaine fait partie prenante du processus. J'ai un petit pépin avec mon curseur. Alors voilà. Quand on parle de stratégie compensatoire dans le langage de l'Ontario, si on veut, on réfère aux adaptations qui sont d'ordre pédagogique, aux adaptations de l'environnement, puis aux adaptations en matière d'évaluation. Alors quand moi je parle de stratégie compensatoire ou que les auteurs en parlent, ben, on peut faire ces références-là chez vous. La hiérarchisation des stratégies compensatoires, alors il y a 3 niveaux de stratégie, pardon. Alors les stratégies compensatoires de premier niveau, de deuxième niveau et de troisième niveau. Premier niveau, c'est quelque chose qu'on fait d'emblée, plus de temps, un endroit calme. Alors ça ne cause pas vraiment de soucis. Le deuxième niveau, c'est quand même intéressant parce que ça reste de la stratégie compensatoire, mais le défi ou l'enjeu, je vous dirais, c'est qu'on ne contribue pas au développement de l'autonomie de l'élève. Et c'est vraiment au troisième niveau, lorsqu'il y a une aide technologique, où on peut non seulement contribuer à la réussite de l'élève, mais également contribuer à son autonomie, à sa capacité de travailler seul et de fonctionner, même si on n'est pas là pour l'aider nécessairement. Mon curseur vient de recommencer à fonctionner, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, la technologie d'aide, on parle vraiment de l'appareil qui est là pour aider à améliorer la capacité fonctionnelle d'une personne. On voit aussi que c'est une réponse pédagogique adaptative, susceptible de réduire la situation de handicap au sein même de la classe. Alors, l'idée, c'est vraiment de contribuer à la pleine participation du jeune dans la classe. Les perspectives d'utilisation. L'aide à la rééducation, qui en est une première perspective, on voit qu'il y en a 3. Quand on parle d'aide à la rééducation, on est vraiment dans l'utilisation de la technologie avec l'élève, dans une relation qui est de 1 à 1. Alors, on va, avec la technologie d'aide utilisée par l'élève, travailler à renforcer certaines habiletés, certaines connaissances, et l'outil devient notre moyen. On est vraiment dans une dyade. Quand on parle d'aide à l'apprentissage, alors on est vraiment dans la dimension où c'est l'élève qui, de lui-même, va utiliser sa technologie pour prendre part aux apprentissages. Donc, il est l'acteur principal. Nécessairement, ça requiert une bonne connaissance de la technologie. Quand on parle d'aide à l'enseignement, alors on est vraiment lorsque l'enseignant va être utilisateur de la technologie, mais dans une activité d'enseignement. Par exemple, je pourrais utiliser un correcteur orthographique pour enseigner à l'ensemble des élèves d'une classe certaines règles grammaticales. Alors, je vais utiliser un outil qui est utilisé par un élève qui a un trouble d'apprentissage, mais je vais l'utiliser à des fins d'enseignement. On sait que lorsque le jeune utilise les technologies d'aide dans ces 3 dimensions-là, on va améliorer leur efficacité. Alors, plus il y a le cumul ou la juxtaposition des éléments, plus grande est l'efficacité de la technologie et moins il y a de réticence par l'élève pour l'utiliser. Quand on parle d'aide à la rééducation, alors si je réfère au contexte de l'Ontario, on parle vraiment d'enseignement explicite et très personnalisé. 2 perspectives qu'on doit aussi prendre en considération. Alors, c'est des perspectives qui sont distinctes, bien que très complémentaires. La technologie, on parle vraiment d'un besoin spécifique à un individu en réponse à un besoin particulier qui nuit à sa pleine participation. Alors, on est vraiment dans une démarche d'aide personnalisée à une situation spécifique. Quand on est dans la dimension de pédagogie universelle, on se rend compte que la technologie d'aide a aussi une place. La différence, c'est qu'on est beaucoup plus dans une perspective collective. Alors, on s'intéresse à l'accessibilité aux apprentissages d'un ensemble d'élèves qui pourraient avoir recours à un ensemble de technologies dans l'idée de choisir, si l'on veut, leur mode préférentiel d'apprentissage. Le processus de planification de l'enseignement est vraiment un enjeu majeur lorsqu'on pense à une pédagogie universelle.
Les conditions d'utilisation optimale, il y en a 3 en fait. On voit donc l'accès, le niveau d'aisance et le choix de la technologie. On a constaté dans la littérature que, outre le fait d'utiliser les technologies d'aide à l'apprentissage, à la rééducation et à l'intérieur de l'enseignement, il y a des conditions d'utilisation qui vont aussi améliorer l'efficacité de l'outil. Alors, ces conditions-là, on va penser entre autres au niveau de l'accès. Est-ce que l'élève a accès à sa technologie d'aide dans tous les milieux où il doit travailler? Par exemple, dans une classe de français, dans une classe de sciences, à la maison. Alors, on est vraiment au niveau de l'accès. Est-ce que je peux vraiment y accéder? Si l'ordinateur utilisé par l'élève est un ordinateur de table, on n'a pas le même accès que si, par exemple, on a un ordinateur portable. Quand on parle d'accès, on va parler aussi de toute la question environnementale, les prises électriques dans le mur. Alors, est-ce que le jeune, au sein de la classe, il y a des endroits spécifiques où je vais pouvoir justement brancher mon appareil pour être sûr d'avoir le courant nécessaire à son bon fonctionnement? Alors, on est encore dans un principe d'accès. L'accès, c'est aussi, est-ce que tous les enseignants de l'école acceptent que l'élève utilise cet outil-là? Je vous donne un exemple. Encore une fois, on est dans un cours de français. J'ai une technologie d'aide à la lecture. Est-ce que mon enseignant de mathématiques accepte que j'utilise ma technologie d'aide à l'écriture en contexte d'enseignement de mathématiques? Si j'ai des lectures, des problèmes mathématiques à lire, ben, le logiciel est tout aussi important. Notamment, un trouble d'apprentissage, ce n'est pas spécifique à une matière scolaire, c'est spécifique à une tâche. Alors, on est toujours dans la question de l'accès à ce niveau-là. Au niveau de l'aisance et des contextes d'exploitation, le niveau d'aisance, ben, en fait, c'est à la fois l'aisance de l'élève vis-à-vis son outil, mais c'est aussi l'aisance de tous les gens qui gravitent autour de cet élève-là. Alors, pour un élève, on parle d'un niveau d'aisance maximal. L'élève doit devenir expert de son outil. L'enseignant n'a pas à devenir expert de la technologie d'aide, mais doit quand même avoir une connaissance suffisante, lui permettant de voir qu'est-ce que l'outil fait pour soutenir l'élève, mais aussi ce que l'outil ne fait pas, pour pouvoir voir comment on peut prendre cet outil-là et l'utiliser dans le contexte de notre enseignement, pour aider à notre planification. Le niveau d'aisance, c'est aussi en lien aux parents. Alors, l'élève qui va faire ses devoirs, qui a une technologie d'aide, devrait aussi utiliser sa technologie dans le contexte des devoirs à la maison. Alors, est-ce que le parent de cet élève-là a une connaissance minimale de l'outil pour lui permettre d'accompagner son enfant ou encore de bien comprendre qu'est-ce que fait l'outil pour soutenir son enfant? Quand on parle du choix de la technologie d'aide, on est vraiment dans une démarche spécifique, à savoir que chaque technologie répond à un besoin spécifique et amène une fonction compensatoire spécifique. Alors, c'est donc important que le choix de la technologie s'arrime de façon rigoureuse au portrait de l'élève. Alors, les choix sont vraiment basés sur une sélection individuelle, si l'on veut, et non pas sur un choix on pourrait, par exemple, dans un conseil scolaire, opter pour une ou deux technologies. Mais ces technologies-là ne répondront pas nécessairement aux besoins de l'élève quand je regarde son besoin spécifique. Plus tard dans la présentation, on va regarder quel type de technologie contribue à quel type de besoin. Alors, les éléments clés de la mise en œuvre des technologies. Les étapes de mise en œuvre, je vous dirais qu'il y a comme 3 grandes étapes et un outil de concertation. L'outil de concertation, c'est le plan d'enseignement individualisé. Pourquoi outil de concertation? Parce qu'il nous permet de vraiment garder des traces de l'ensemble des décisions qui ont été prises. Ça facilite aussi les transitions
pour l'élève, notamment lorsqu'il peut y avoir suppléant, lorsqu'il y a changement d'enseignant, lorsqu'il y a changement d'école, lorsqu'il y a changement de cycle. Alors, le plan d'enseignement individualisé, il faut vraiment le concevoir comme outil de concertation, mais aussi de conciliation. Alors, à l'intérieur de ce plan-là, on va préciser en quelque sorte l'ensemble des réponses, des dimensions qui sont présentées ici. Par exemple, les besoins. Quels sont les besoins spécifiques des élèves en matière d'apprentissage? On s'appuie sur quelles caractéristiques, sur quels défis pour choisir notre technologie. Est-ce qu'on est plus dans un besoin qui résulte de l'ordre de difficultés en décodage? Est-ce qu'on est plutôt à identifier des besoins en termes d'organisation, de mémoire? Est-ce qu'on est plus au niveau de l'écriture en termes de planification de texte ou si on est plus en écriture en termes de correction grammaticale ou lexicale? Cette identification-là de besoins, on la voit souvent au plan d'enseignement individualisé, mais on va donc s'assurer de préciser quel besoin a été identifié et ce besoin-là se traduit en quel besoin technologique, s'il y a lieu, parce qu'il pourrait y avoir pour des jeunes, avoir un peu plus de temps, c'est suffisant, alors tant mieux. Mais si ce n'est pas suffisant puis qu'on fait le choix d'aller vers des outils technologiques, vraiment arrimer les deux. Alors, dans le PEI, je vais préciser quel besoin technologique a été identifié, par exemple, prédicteur de mots ou encore synthèse vocale, en réponse à quel besoin spécifique. Au niveau de la mise en œuvre de la technologie, je vais tenter, bien entendu, d'exploiter la technologie dans le programme éducatif de l'élève. Alors, dans le plan d'enseignement individualisé, je vais tenter d'aller identifier comment cette technologie-là sera intégrée au programme éducatif de l'élève. Je vais aussi identifier les personnes clés qui, dans l'école, va être responsable de la formation de l'élève à son outil technologique. Est-ce que la technologie sera utilisée à des fins et de rééducation et d'apprentissage et d'enseignement ou uniquement l'un ou l'autre ou deux des trois possibilités? Qui sera là ou à quel moment on fera cette espèce de vérification que le jeune est à l'aise avec son outil technologique? Puis si vous me permettez, je vais faire juste un petit retour au niveau des besoins technologiques parce que dans les besoins, on a souvent tendance à oublier, outre la technologie d'aide, les fonctions de base de l'ordinateur. Alors copier, coller, sauver un texte correctement. Alors toutes les fonctions de base doivent aussi faire l'objet d'une évaluation et ça peut aussi traduire certains besoins technologiques avant même d'arriver et d'offrir ma technologie d'aide. Si je reviens à ma mise en œuvre, une autre dimension importante, c'est la formation continue. Pourquoi? Parce qu'on disait tout à l'heure que c'est important que l'ensemble des acteurs de l'éducation aient un minimum d'aisance avec l'outil. Alors, comment on va articuler cette formation continue-là auprès des enseignants qui gravitent avec le jeune, auprès des nouveaux enseignants, parce qu'il y a du roulement, on peut avoir des nouveaux collègues en cours d'année. Alors, qui va contribuer à cette formation-là? Les parents, comment on va s'assurer que les parents sont aussi à l'aise avec la technologie du jeune. Au niveau de l'évaluation de l'efficacité de la technologie d'aide, on va aller voir la contribution de la technologie aux apprentissages. Et ici, je vous dirais que c'est une perception grande perception, une vision plus élargie de l'apprentissage parce que avant de démontrer une efficacité en termes de performance scolaire, il y a beaucoup d'autres comportements qu'on peut observer au niveau des apprentissages, notamment une réduction de l'absentéisme. On peut observer le temps qui est consacré à la tâche. On peut regarder ou observer une amélioration, de la motivation à faire une tâche, la prise de risque dans une tâche. Alors, on n'est pas d'entrée de jeu dans une recherche de performance, mais bien, quand on regarde au niveau des apprentissages, on va d'abord regarder le socio-affectif pour ensuite passer vers de la performance. Après utilisation,
Est-ce qu'il y a des révisions, des ajustements? Les bénéfices devraient être rapportés au plan d'enseignement individualisé qu'on a pu observer lorsqu'on fait cette période de révision et réajustement. De même que les décisions qu'on aura prises, est-ce qu'on maintient la même technologie, est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on a observé? Quel est notre prochain objectif? Alors, je le répète, ces étapes-là sont associées à une utilisation efficace et plus efficace en fait de la technologie pour le jeune. Ici, j'ai mis des petits extraits de Benoît Hadot qui participe à une rencontre justement de concertation. Pour favoriser la transition d'un milieu à l'autre, c'est une autre dimension fort importante. Outre le plan d'intervention ou le plan le PEI comme outil de prise de notes, il faut aussi penser à toute la question de la transition chez le jeune. On disait tout à l'heure, le jeune doit devenir un expert de sa technologie d'aide. Alors, pour l'élève qui est ici, on parle de la connaissance des fonctions de l'ordinateur, mais aussi une connaissance des visées compensatoires de l'ordinateur. Donc, si j'ai par exemple, un texte qui est j'ai une synthèse vocale, quelle est la fonction compensatoire de la synthèse vocale? Ce n'est pas la compréhension, c'est le décodage. Ou ça peut être le décodage, parce que bien entendu, je pourrais apprendre d'autres choses avec le logiciel. Mais donc, on veut que l'élève soit conscient des fonctions de l'outil qui lui servent, pourquoi elles lui servent, puis de cette façon-là aussi prendre conscience de ses forces et non pas uniquement de ses limites. Chez les enseignants et les futurs enseignants, quand on parle de transition, l'expertise, pourquoi différentes écoles, différentes régions, différents ordres d'enseignement, l'élève transite d'une école à une autre, peut être dans une école très ouverte à la technologie, à son utilisation dans différents contextes, arriver dans un contexte qui est plus différent, dans une école qui est différente, dans une transition qui est différente. Donc, si l'élève est en mesure, lui, d'apporter des réponses, on vient favoriser la transition. Finalement, toujours dans l'idée de favoriser une transition, on va parler beaucoup du développement de l'autodétermination de l'élève, notamment la connaissance qu'il a de son trouble d'apprentissage, parce qu'un trouble d'apprentissage, ce n'est pas juste négatif. Il y a des choses très positives là-dedans. Certains, d'ailleurs, estiment que c'est une forme de douance que d'avoir un trouble d'apprentissage. Alors, il faut vraiment que le jeune connaisse bien son trouble. Oui, ses limites, mais ses forces sont aussi très importantes. Et aussi, pour aider à développer l'autodétermination, on va parler de sa participation aux prises de décision. Alors, notamment dans le choix de la technologie, le solliciter. Quelle technologie, selon lui, pourrait l'aider? Alors, l'aider, le faire partie prenante de cette décision-là, on va augmenter son autonomie dans l'utilisation de l'outil. Technologie et technologie d'aide, on va regarder les apports respectifs si l'on veut. On va commencer par les apports généraux. Quand on parle d'apports généraux, il y a la question de la réussite qui se calcule par le rendement scolaire. Alors, on constate que les utilisateurs de technologie d'aide démontrent une amélioration du rendement scolaire. Alors, c'est déjà très positif. On voit aussi qu'il y a une réussite postsecondaire qui est comparable aux élèves sans handicap. Cette recherche-là, notamment, visait à comparer des élèves de niveau universitaire. C'est une étude qui est canadienne. Et on regardait à savoir les utilisateurs de technologie d'aide, est-ce qu'ils réussissent aussi bien ou moins bien que les non-utilisateurs. Les conclusions des chercheurs, c'est qu'on ne pouvait pas distinguer de par le taux de réussite et d'échec qui avait ou non un outil d'aide technologique parce que les deux groupes arrivaient avec des profils très similaires. Au niveau de la situation scolaire, alors on n'est pas tant dans la dimension d'amélioration de la performance, mais beaucoup plus dans toute la question de la qualité de l'expérience scolaire. Alors on constate une amélioration de la qualité de l'expérience, notamment du sentiment de compétence des élèves, qui est quand même très important. On constate une augmentation de l'enthousiasme pour l'école. On constate aussi une amélioration de la perception de soi, de même qu'une amélioration de l'engagement et du temps passé à la réalisation d'une tâche. Alors, des retombées très prometteuses. Quand on regarde au plan spécifique, alors, au niveau du spécifique, j'ai voulu vous proposer plusieurs outils
technologiques, non pas les outils en soi en termes de marque de commerce, mais en termes de fonction, en précisant les apports généraux et spécifiques selon deux modes de fonctionnement, aide à la rééducation, soutien à l'apprentissage. Alors, le traitement de texte, en soi, ce n'est pas une technologie d'aide, c'est plutôt une technologie. Hein? Cela dit, pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, le traitement de texte amène des impacts positifs. Notamment, on constate que ça fait une influence positive sur la qualité, la longueur, l'organisation des textes, meilleure correction de l'orthographe et moyens motivateurs efficaces. Lorsque l'outil est utilisé comme soutien à la rééducation, alors je le répète, on est vraiment dans une dyade, un élève qui travaille avec un enseignant ressource, par exemple, ou avec un enseignant, on constate que ça contribue à libérer des ressources cognitives pour pouvoir développer les compétences rédactionnelles. Donc, le fait d'utiliser l'ordinateur m'enlève un peu de surcharge cognitive et me permet de me centrer davantage et de développer certaines compétences rédactionnelles. On parle aussi de facilitation dans la généralisation des apprentissages et bien évidemment une meilleure lisibilité des mots et donc moins d'erreurs en lecture. Lorsqu'on parle de soutien à l'apprentissage, on est vraiment dans l'utilisation autonome de l'outil technologique par l'élève. Alors, lorsqu'on parle du traitement de texte, on constate que c'est associé à une simplicité pour faire des modifications dans le texte, une transcription qui est facilitée pour pallier à une difficulté en écriture. Alors ici, on peut penser là, à la prise de notes, par exemple. 2, attention. Attention, ça veut dire qu'il y a des nuances dans les résultats de recherche. Attention, la maîtrise du clavier constitue une nouvelle habileté à apprendre. On en parlait tout à l'heure, les habiletés de base. L'autre, attention, l'usage de cette technologie est insuffisant pour améliorer l'acte d'écrire. Il faut la jumeler à autre chose. Le texte à valeur ajoutée, ce qu'on appelle aussi l'hyperlien, c'est aussi un élément de technologie, même si on ne parle pas de technologie d'aide, qui est associé à des apports pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, notamment dans le soutien à l'apprentissage, et comme support à la lecture. Hein. Alors, c'est un moyen compensatoire efficace pour les difficultés en lecture liées au faible vocabulaire. Donc, l'hyperlien me permet de lire et de comprendre autrement des éléments de présentation dans le texte. Ça m'aide à aller chercher de l'information additionnelle et ça peut compenser un vocabulaire qui est trop faible. Encore une fois, on a une attention ici, l'efficacité qui varie selon la qualité de la valeur ajoutée, la nature des besoins de l'élève et le degré d'utilisation. L'organisateur graphique. Alors, c'est un outil visuel, bien sûr. On a mis ici des exemples pour illustrer les possibilités. On voit qu'on peut utiliser l'image, on peut utiliser le mot, comme on pourrait aussi traduire en liste par la suite plus traditionnelle. Le travail d'organisation de concepts qu'on a pu faire. L'organisateur graphique est considéré comme une technologie d'aide pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage. On constate que ça améliore, que ça donne une vue globale d'un concept, d'un thème ou d'une idée et qu'on facilite l'ajout ou la modification d'idées. Quand c'est utilisé comme aide à la rédaction, on va parler d'enseignement de la structure du texte. Donc, c'est un outil qui va aider à l'enseignement un à un de la structure du texte, de même que aider à la compréhension en lecture. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser comme outil de prise de notes. L'aide à l'apprentissage, lorsque l'élève en fait une utilisation autonome, on parle d'un soutien à la planification et à la révision. On parle de révision de texte et planification de texte. Aide à l'émergence, l'organisation et au classement d'idées. Donc, on reconnaît dans la littérature les bienfaits. Le réviseur orthographique. Le réviseur orthographique, on parle d'une amélioration de la détection et de la correction d'erreurs orthographiques lexicales et syntaxiques. C'est bien documenté. Toutefois, la technologie est dépendante de l'élève qui doit exercer son jugement. Donc, choisir parmi plusieurs alternatives. Les réviseurs orthographiques sont efficaces si l'élève connaît un minimum de règles orthographiques, de règles grammaticales, et encore si on a juxtaposé à l'outil
une espèce de repère individuel, si l'on veut, pour nous aider là, à répondre, à exercer notre jugement quand vient le temps de faire le bon choix que nous propose le réviseur. Dans un aide à la rééducation, on constate que ça a effectivement un effet remédiateur. C'est un bon outil pour enseigner les règles grammaticales. Par contre, attention, la part est moindre dans le cas de difficultés en lecture. Donc, le jeune qui a beaucoup de difficultés en lecture, on n'a pas des résultats aussi intéressants que le jeune qui présente uniquement ou majoritairement des difficultés. Lorsqu'il est utilisé comme aide à l'apprentissage, on parle encore d'un effet compensateur. Un apport au niveau de la lisibilité, de l'organisation et de la cohérence des textes. Alors, c'est quand même fort intéressant. On parle d'une plus grande motivation, mais encore une fois, important d'enseigner des stratégies de révision en parallèle. Alors, l'exercice du jugement, on ne peut pas passer à côté. Le correcteur orthographique, on va se diriger vers le prédicteur de mots maintenant. Au niveau des prédicteurs de mots, on parle d'un soutien à l'écriture, bien entendu, qui offre des suggestions de mots. Je pense que c'est probablement une des technologies d'aide qu'on connaît le mieux. La recherche qu'on a sur le prédicteur de mots, c'est vraiment un contexte d'aide à l'apprentissage. Alors, on le voit comme un outil complémentaire. Donc, la recherche reconnaît son efficacité comme outil complémentaire au traitement de texte et au réviseur orthographique. Donc, ce n'est pas un outil qui, seul en soi, contribue tant que ça aux jeunes, mais lorsqu'il est jumelé, peut apporter certains bénéfices. Une efficacité qui est significative pour les élèves qui ont des difficultés, bien sûr, en orthographe et en calligraphie. Par contre, on a deux attentions importantes. On parle d'une difficulté d'utilisation pour des élèves dysorthographiques sévères. Donc, si mes difficultés orthographiques sont à ce point sévères que mon prédicteur de mots, le début du mot que j'écris est trop loin du mot réel, le prédicteur de mots perd de son efficacité. Et encore une fois, il y a une prise de décision constante, donc ça ne convient pas à tous, parce que bien évidemment, doit et doit. Dès lors, ici, j'ai trois possibilités et je dois exercer un jugement pour choisir la bonne possibilité. J'avais une vidéo, je ne vous le montre pas parce que je ne veux pas vous reperdre. Au niveau de la synthèse vocale, alors on parle de la conversion d'un texte numérique en voix synthétisée. On le voit quand même assez régulièrement en milieu scolaire. On a déjà au point de départ une note générale. Les plus jeunes nécessitent une expérimentation plus longue, alors c'est important de le prendre en considération, notamment si on enseigne à l'élémentaire. Deux fonctions qui ont fait l'objet de recherche dans une perspective d'aide à la rééducation. En lecture, on parle de modèle pour un lecteur débutant. On parle de développement de compétences en lecture globale et phonologique. On parle de confiance et d'intérêt pour la lecture qui est augmentée, de même qu'une étude de vocabulaire qui est facilitée. Alors déjà, on voit que pour la lecture, ça a beaucoup d'apports. Pour l'écriture, ça se limite à la détection d'erreurs. Ce n'est pas mauvais, mais c'est vraiment un outil qui soutient davantage la lecture que l'écriture. Quand le jeune l'utilise de façon autonome, alors au niveau de la lecture, ça t'aide bien nécessairement pour la compréhension, principalement pour les jeunes qui ont une dyslexie. Important pour ceux dont la lecture silencieuse est déficiente. Alors ça, c'est une autre avenue fort intéressante. Une amélioration de la capacité d'attention en situation de lecture. Alors un autre apport fort intéressant. Effet positif sur la capacité à faire des inférences. Donc, comme on a moins de surcharge cognitive associée au décodage, ça nous permet de traiter le texte qui nous est lu. Et on parle aussi d'une meilleure rétention à long terme grâce aux supports visuels et auditifs qui se font simultanément. En écriture, on reconnaît la part de la rétroaction verbale. Pourquoi? C'est un peu ce que vous auriez vu dans la vidéo. Lorsque il y a une synthèse vocale qui est juxtaposée à un prédicteur de mots, le fait d'écouter mon texte me permet de voir si j'ai fait des erreurs. Je reconnais les erreurs au son et non pas nécessairement à la lecture d'un texte. Alors, des éléments fort intéressants.
Au niveau de la reconnaissance vocale, alors là, on est vraiment dans la transformation de la parole en texte. C'est un aide à l'apprentissage, donc l'élève qui peut l'utiliser de façon autonome, qui a aussi fait l'objet de recherches. On va parler notamment de progrès sur le plan de la qualité des écrits et de la précision orthographique, lexicale et syntaxique. On parle aussi d'une grande utilité pour les élèves dyslexiques et dysorthographiques ou encore qui ont un problème graphomoteur, mais encore une fois, on a deux nuances importantes ici. Un entraînement qui est requis parce qu'il faut apprivoiser cette technologie-là pour qu'elle puisse bien fonctionner. On parle aussi qu'inutile pour les élèves ordinaires. Donc, les élèves qui n'ont aucun défi particulier, ça n'amène aucun apport que d'avoir une reconnaissance vocale, mais c'est aussi non recommandé. Donc, non recommandé pour ceux qui ont une difficulté au niveau de la locution ou qui ont un très, très fort accent. Non recommandé parce que le logiciel n'arrive pas à interpréter ce qu'il entend et le transformer en texte. Les défis et les limites associés aux technologies d'aide. Bien entendu, je pense qu'on voit que les technologies sont prometteuses. On voit un réel avantage à leur utilisation chez les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, mais je le répète, les perspectives d'utilisation, les conditions de mise en œuvre sont importantes. Alors, au niveau des défis qui font vraiment objet dans la littérature, on va parler entre autres de la perspective de l'enseignant parce que on se rend compte que la technologie, on mise vraiment sur les forces de l'élève et non pas sur ses difficultés. Alors souvent, on va me dire, oui, mais s'il utilise un prédicteur de mots, on va arrêter de développer ses capacités ou sa compétence à écrire. Alors, l'outil compensatoire mise sur la force pour diminuer l'impact de la limite pour permettre aux jeunes de progresser. Fait que c'est une autre perspective qu'on doit adopter. La volonté de l'enseignant à s'initier aux technologies, et ce, malgré craintes relatives aux TIC. Puis, je vous dirais que je fais partie de ce lot-là parce que il y a des craintes qu'on vit relativement aux technologies, notamment parce que c'est une évolution fulgurante. Et quand je dis que je m'inclus là-dedans, c'est qu'à l'université, on vit les mêmes choses par rapport aux jeunes qui arrivent avec leur technologie. Et là, ça nous oblige à se mettre à jour parce que ces jeunes-là deviennent des experts. Mais c'est correct parce qu'on n'a pas à être expert. On a juste à avoir une connaissance nous permettant de naviguer là-dedans comme enseignant sans devenir expert de l'outil au même titre que l'élève qui en a besoin pour apprendre. Alors, la technologie d'aide qu'utilise l'élève, nécessairement être au cœur de la planification de l'enseignement, de même que de la planification du PEI. Dans la planification de l'enseignement, puis dans la mise en œuvre de la technologie, il y a toute la question de l'accès aux examens, de l'accès aux documents numérisés. Alors, tout ça doit faire partie de notre planification également. Une planification concertée et articulée de la mise en œuvre. La mise en œuvre de la technologie d'aide au sein d'une école ne peut pas reposer sur une personne. C'est un travail d'équipe qui unit parents, élèves, tous les acteurs de l'école, incluant la direction, mais aussi le conseil scolaire. C'est une aventure de collaboration parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses à travailler, alors on doit ensemble s'entendre pour le faire. Par contre, les technologies d'aide ont une influence sur le rendement scolaire, sur le sentiment de compétence, et ça, c'est lié à leur mise en œuvre. Donc, si on a une mise en œuvre qui est déficiente, on n'aura pas le même rendement puis le même sentiment de compétence. Le mot d'ordre, collaboration et communication, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de l'école. Alors, faire équipe, une stratégie gagnante pour moi. Les petits Benoît, c'est l'histoire des adolescents qu'on rencontre puis qui voient leur avenir se transformer lorsqu'ils retrouvent ce sentiment de compétence-là. Alors, je trouvais intéressant de le replacer. Une référence importante pour l'Ontario. Alors, toute la question des lignes directrices sur l'équipement personnalisé pour les élèves. Alors, j'ai mis le lien ici. Ce qui nous amène à vos questions. Ok, merci beaucoup Nadia. Merci d'avoir présenté sur ce sujet fort intéressant.
Si quelqu'un a des questions, veuillez cliquer sur le bouton « Lever la main » sur votre panneau de configuration ou tapez votre question dans la fenêtre de chat au bas du tableau et nous essayerons de répondre à toutes vos questions cet après-midi. Donc, Nadia, j'ai quelques questions Oui. déjà à vous poser. Donc, le premier, c'est, est-ce que vous pouvez décrire ce que les vidéos ont montré? C'est facile. Oui, je vais essayer de faire ça. Si je pouvais dessiner sur mon écran, je le ferais. En fait, la première vidéo... Est-ce que vous voulez que je partage ma caméra web? Oui, si vous voulez. Oui, pas de problème. Donc, je vais partager... Oui, OK. Voilà. Parfait. Je suis moins grillée que je l'étais cet été. Donc, décrire ce que contenaient les vidéos. En fait, le premier extrait vidéo, on voit un jeune qui utilise Antidote. Et ça ne dure pas très longtemps, on parle peut-être de 3 minutes, là. Et dans l'utilisation d'Antidote, on voit tout le questionnement, parce que le jeune verbalise dans le fond tout ce qui se passe dans sa tête comme raisonnement. Et lorsqu'il écrit un mot, par exemple, il arrive sur soins infirmiers, les soins infirmiers. En soins infirmiers. Soins infirmiers, est-ce que c'est soins avec un S, infirmier avec un S, ou c'est soins infirmiers au singulier? Il se pose la question, puis il tente de voir comment y répondre. Alors, on voit vraiment toute la nécessité d'avoir cette capacité-là de réfléchir pour tenter de donner la bonne réponse au correcteur pour avoir un texte sans faute. On le voit un petit peu plus tard qu'il il est à la recherche de c'est. Alors, c'est C''EST ou encore c'est SES ou c'est CES. Je n'ai pas la phrase exacte, mais il cherche vraiment lequel des c'est je dois mettre. Puis on voit que même avec son raisonnement, il n'arrive pas à la réponse. Et on va le voir en situation de 1 à 1, donc situation de rééducation, hein, si on pense à nos 3 bulles de tout à l'heure, la plus petite au centre, éducation, aide à l'apprentissage, puis aide à l'enseignement. Et on voit que dans l'aide à la rééducation, on lui a fait une espèce de liste de questions qu'il peut se poser pour l'aider avec des occurrences qui pour lui restent très difficiles. C'est le cas des homophones et c'est le cas des c'est particulièrement. C'est en ayant recours à sa liste de questions qu'il arrive à trouver la bonne réponse. Le deuxième extrait vidéo, on était davantage au niveau du prédicteur de mots. Comment le jeune utilisait le prédicteur de mots, mais aussi la fonction synthèse vocale du prédicteur de mots. Il écrit une phrase et la phrase, il va nous dire à un moment donné, ça ne marche pas, c'est supposé faire le son « en ». C'était dépendant, ou puis lui, ça lisait « dépendre ». Puis il disait, ça ne marche pas, c'est supposé être le son « en ». Donc, il retourne à son prédicteur de mots, puis il va aller choisir. Il fait la même chose, il écoute son texte qu'il a écrit, puis il va nous dire « tous », alors que c'est supposé faire le son « tout ». Et en écoutant le texte, il retourne au prédicteur de mots. Il va aller choisir le tout qui fait le son tout. Alors, on voit vraiment, quand on voyait tout à l'heure dans les tableaux, attention, nécessaire d'être capable de raisonnement, attention doit être utilisé, le prédicteur de mots doit être utilisé avec d'autres outils de correction. C'est vraiment un jeune en pleine action qui verbalise ses actions, puis on voit ça vraiment live. C'est bien bon. Vous ne l'avez pas vu, je suis désolée. Est-ce que vous avez des liens que vous pouvez partager plus tard peut-être? Ben, peut-être il y aura possibilité d'intégrer, parce que avec le webinaire qui sera accessible, il faudra peut-être voir comment on pourra rendre ces petits extraits-là disponibles. Il y a peut-être façon de le faire effectivement. OK, donc on va essayer. OK, j'ai une autre question à vous poser. La question c'est, est-ce que vous avez des suggestions de livres ou de ressources
si je veux en savoir davantage sur le sujet des technologies d'aide? Il y a beaucoup de possibilités. Je vais parler de deux textes. À la fin du PowerPoint, je ne me suis pas rendue jusqu'à la fin, mais il y a des suggestions de ressources, puis l'ensemble des références que j'ai utilisées sont tous listées. Fait que d'entrée de jeu, là, les gens qui vont avoir le document vont pouvoir avoir recours à cette liste-là, de même qu'aux ouvrages suggérés, de même qu'aux références des textes de recherche que j'ai utilisés. Je pense qu'il y a deux documents qui, un entre autres, qui est très apprécié à ce jour des milieux scolaires notamment. Je vais me lever, si je le vois-tu, est-ce que je le vois? Si je le voyais, je pourrais vous le montrer. Les technologies d'aide, je vais vous donner le titre exact. Alors, troubles d'apprentissage et technologies d'aide, l'accès à une vie scolaire riche et stimulante. C'est un document qui a été produit aux éditions Septembre. Et ce document-là vise à présenter les technologies d'aide. On va parler un peu, ce qui a été présenté aujourd'hui, il y a des éléments de ça qu'on va retrouver à l'intérieur du livre, notamment la présentation de technologies d'aide, aide à la réécriture. On va vous parler de Kurzweil, qu'est-ce que fait Kurzweil, qu'est-ce qu'il ne fait pas, WordQ, qu'est-ce qu'il ne fait pas. On va parler de Hop Écrire. Alors, d'autres outils qu'on peut utiliser qui ont été pas Smart Idea, mais on va parler entre autres de SparkSpace. Alors, c'est une recension et c'est un document qui est quand même très pratique. Mais qui, même s'il découle de la recherche, il est quand même très pratique. Alors ça peut être une avenue intéressante. L'autre avenue intéressante, je crois, c'est un ouvrage qui va sortir en mars. Donc, on l'attend d'ici la fin du mois, qui porte exclusivement sur les aides à l'apprentissage et qui a été réalisé en collaboration avec des chercheurs et des praticiens de langue française, de la Suisse, de l'Italie, du Canada. Alors, c'est vraiment une perspective plus internationale, si l'on veut. Puis, dans les tableaux que j'ai sortis, où je vous montrais la part d'une technologie ou d'un autre, vous avez vu, c'était écrit synthèse. Alors, c'est tiré, en fait, de cet ouvrage-là qui va paraître très, très bientôt, cette synthèse-là. Je vais vous trouver le titre exact, mais je rappelle que vous l'avez dans le PowerPoint. Alors, les aides technologiques à l'apprentissage pour soutenir l'inclusion scolaire. C'est une autre option intéressante. Il y a des vidéos qui ont été produites qui sont accessibles sur le site web de la chaire de recherche Normand Maurice. Et ces vidéos-là, on voit des jeunes dans les conditions de réussite. On parlait de la formation des parents, la formation des élèves. Alors, vous allez voir des parents dans cette vidéo-là qui ont été formés par enseignantes ressources, puis éventuellement par les élèves, et on voit qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils s'approprient les technologies d'aide. On va voir également des enseignants qui nous parlent de, pour eux, c'était un défi au départ, comment maintenant ils se situent par rapport aux technologies d'aide. Alors, ces vidéos-là, ils ont par contre été faits au Québec, mais je ne crois pas que ça vienne entacher ou nuire au message, parce que c'est des enseignants qui ont eu à s'approprier, c'est des parents qui ont eu à s'approprier, et c'est des jeunes utilisant, ça les aide eux. Il y a des extraits vidéo au niveau de l'école secondaire, puis il y a des extraits vidéo au niveau du collégial aussi. Puis il y a aussi là-dedans des extraits vidéo qui s'appellent les pros des technos, où on voulait justement travailler sur la transition. Donc, des jeunes qui travaillaient à la fois la connaissance de leur outil, mais en même temps la connaissance de leurs troubles d'apprentissage. Alors, ces vidéos-là, sur le site web de la chaire de recherche Normand Maurice, on va dans Publication, Production audio et multimédia, Production multimédia, et là, vous allez avoir une série de 5 vidéos qui rendent compte d'activités de recherche, mais par des praticiens, par des jeunes. Alors, c'est fort intéressant. Merci, Nadia. Est-ce que vous voulez partager votre écran pour démontrer les autres ressources dont vous avez mentionné? Oui. Oui. Okay. Là, je arrive ici. Est-ce que je dois fermer la caméra? Est-ce que je fais autre chose ou comme ça, on voit?
Non, vous pouvez le laisser. Ça va? Oui, ça va. OK. Donc, ici, on a des exemples, là, troubles d'apprentissage, technologie d'aide, les aides technologiques pour soutenir l'inclusion. C'est deux exemples dont je vous parlais. Enseigner aux élèves ayant des troubles d'apprentissage, je l'ai mis ici parce qu'il y a une section qui est dédiée à la technologie d'aide. Donc, dans la nouvelle édition, je trouve ça intéressant qu'on se soit intéressé à ça. Et il y a un autre document de l'Alberta qui porte sur le plan d'intervention chez vous, le PEI. Mais à l'intérieur du document, on s'est aussi penché sur la question des technologies d'aide. Alors, je vous dirais que l'Alberta Education ou Alberta Learning, on peut aller sur leur site et on peut aller voir les outils qu'ils ont produits, puis plusieurs sont sans frais. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y en a un autre, là je regarde Making a Difference en anglais, la traduction française, je ne me rappelle pas du nom. Faire une différence, je crois. Mais même chose, à l'intérieur de ça, il y a tout un volet qui a été développé pour la technologie d'aide. Donc, ça vaut la peine d'aller explorer. Juste, je veux ajouter une petite chose, Nadia. Oui. Nous avons, je crois, le document à la droite. Nous avons le lien pour le document sur notre site excellent. web aussi. Donc, si vous voulez voir le lien, vous pouvez l'accéder à TA à l'école. Excellent. Et puis les autres ressources, comme je vous disais, toutes les ressources qui sont plus de l'ordre de la recherche, je les ai tous placées en référence. Donc, quelqu'un qui veut aller lire davantage pourra le faire. Le Zabala et Carl ici qu'on voit, Quality Indicators for Assistive Technology, on a eu l'autorisation en fait de le reprendre. Donc, dans le trouble d'apprentissage et technologie d'aide, un des textes est repris en ce sens que c'est une grille d'analyse de nos pratiques en termes d'école pour soutenir la mise en œuvre des technologies d'aide. Et cette grille d'analyse, elle est présente à l'intérieur de ce livre-là grâce à la collaboration de Zabala et Carl. Donc, ça peut être des ressources fort intéressantes. OK, merci. Donc, j'ai des autres questions à vous poser. La prochaine, c'est à quel âge est-ce qu'on introduit normalement la technologie d'aide pour un élève dyslexique? Je vous dirais, je ne sais pas si vous allez aimer ma réponse, il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a pas de réponse unique parce que c'est très variable en fonction du besoin spécifique de l'élève. Tantôt, on disait que la technologie est choisie en fonction du besoin. Alors, si l'élève dyslexique à l'école élémentaire, on a offert des mesures compensatoires de premier niveau, donc un peu plus de temps, par exemple. De deuxième niveau, bon, on a un scripteur, mais le scripteur ne remplace pas mon accès au vocabulaire nécessairement. Mais si on sent qu'avec ce qui est offert non technologique, on n'arrive pas à répondre à son besoin, ben, selon moi, c'est le temps d'ouvrir vers la technologie. Mais la technologie devient un choix judicieux lorsque, manifestement, les difficultés persistent, puis on voit qu'on est en train de perdre notre jeune, en quelque sorte. Cela dit, je vous dirais qu'il y a dans la perspective de pédagogie universelle, je travaille avec certaines écoles en Alberta où on va l'utiliser, mais comme aide à l'enseignement. Donc, on va utiliser WordQ auprès des tout-petits pour aider à l'enseignement. On va utiliser la reconnaissance vocale, notamment pour aider les jeunes à faire la révision de leurs mots de vocabulaire. Alors, il y a quand même des utilisations pédagogiques qu'on peut faire qui peuvent soutenir tous les élèves. Et ça peut nous donner aussi une indication si notre élève qui est dyslexique, il tire un bénéfice additionnel. Mais ça aussi, ça peut être une belle façon de voir les possibilités. Mais donc, ce n'est pas le premier choix, mais lorsque l'intervention qu'on fait n'amène pas les fruits désirés, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers ce choix-là parce qu'on donne un sentiment de compétence important pour un élève. OK, merci. Je crois que ça, c'est une très bonne réponse. Merci, Nadia.
Euh, un autre, c'est quelles sortes de technologies d'aide sont bénéficiables pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage en mathématiques? Bonne question. Je dois dire qu'en mathématiques, dans les synthèses de la littérature que j'ai pu faire, parce que personnellement, je ne travaille pas en mathématiques, donc je ne peux pas vous parler de mon expérience personnelle. Par contre, dans les synthèses de littérature qu'on a fait, on n'a pas vu beaucoup de choses en mathématiques. Je ne vous dis pas que rien n'existe, je vous dis juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais là, je me fais des notes, et je vais peut-être ajouter des références au PowerPoint sur cette question-là. Un outil qui est sorti l'année passée, qui n'est pas une technologie d'aide proprement dite, mais qui est une technologie qui vise à soutenir les élèves qui ont des difficultés importantes en mathématiques et qui a fait l'objet de quelques recherches qui semblent prometteurs. Alors, je pense que ça vaudrait la peine que je vous envoie la référence. Et comme je vous dis, là, les premiers essais semblent quand même fort intéressants et c'est vraiment dédié à des jeunes qui ont des difficultés en mathématiques pour les aider à développer certaines compétences mathématiques, mais on n'est pas dans une techno d'aide proprement dite. Là. Mais ça, je n'ai pas de difficulté à vous envoyer la référence. Je pourrais l'envoyer ou le rajouter sur le PowerPoint. On me dira qu'est-ce qui est préférable, puis je le ferai. Au niveau des mathématiques, il y a le CETREC, le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, qui a parrainé aussi la production d'un site web qui vise l'enseignement des mathématiques au niveau secondaire. C'est certain que les programmes de l'Ontario et les programmes du Québec sont distincts. Par contre, les éléments suggérés visent à mettre les jeunes en action au niveau de la réalisation du travail mathématique. Alors, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui pourrait aussi être intéressant. Alors, je pourrais, comme je vous disais, il y en a qui existent en anglais, je ne sais pas si c'est pertinent ou non de les partager, mais je pourrais très certainement là, soit ajouter à ce PowerPoint-là quelques références au niveau de la mathématique ou encore envoyer l'information à l'association pour qu'ils puissent vous le retransférer. Ok, merci. Et je crois que ça, c'est je crois que la prochaine question, c'est la dernière question. La question, c'est, j'enseigne dans une classe de 4e et 5e année. Où est-ce que je peux trouver les différentes sortes de technologies d'aide qui sont appropriées pour mes élèves avec des troubles d'apprentissage, mais aussi qui a du facteur cool. Donc, les élèves ne soient pas gênés à utiliser la technologie d'aide. C'est clair que le facteur cool, là, on y passe tous. Ça a beaucoup à voir avec l'affirmation de moi. Puis c'est sûr que 4e, 5e année, c'est encore un peu tôt, là. En ce sens que 4e année, règle générale, sont moins gênés. 5, 6, ça commence à les déranger d'être un peu plus différent, là. Mais règle générale, lorsqu'ils comprennent bien, en fait, je réponds en 2 temps, lorsqu'ils comprennent bien la fonction d'aide. Alors, par exemple, si j'ai une aide, une synthèse vocale, puis que je comprends bien que la synthèse vocale, ce qu'elle fait pour moi, c'est le décodage, mais que pour le reste, c'est moi qui fais le travail de compréhension, le travail d'inférence, c'est tout moi qui fais ça. Déjà, on vient déstigmatiser l'utilisation de l'appareil. Même chose si l'enseignant, si vous l'utilisez dans votre enseignement, ça devient pas mal plus cool. Alors là, d'utiliser ce que mon enseignant utilise pour tout le monde, on enlève cette espèce de crainte à cet égard-là. Fait que ça, c'est un petit truc en passant. Les différentes sortes de technologies, c'est assez fascinant. Là, je vais en nommer quelques-uns. Là. Par exemple, si on pense à SpeakQ, qui est le pendant de Dragon Naturally Speaking, la différence, c'est que le SpeakQ est tellement plus facile, tellement plus simple d'utilisation, moins long à apprivoiser. Ça devient une alternative intéressante pour l'élémentaire. Même chose, quand on pense au WordQ, le WordQ qui est un prédicteur de mots.
Ben, le prédicteur de mots WordQ est utilisé au primaire parce qu'il est très, très simple. Mais, si je pense à Medialexi, qui amène d'autres choses, il est plus complexe. Alors, parfois, il y a de l'essai et l'erreur là-dedans. Et quand on va voir sur le web, souvent, on va avoir accès à des démos. Alors, une version d'essai d'un mois. Sans l'essayer un mois, la version d'essai, quand moi, je vais la voir comme enseignant ou quand vous, vous irez les voir, ça nous donne déjà un bon indicateur du degré d'engagement ou de maturité de l'élève pour être en mesure d'utiliser cette technologie-là. L'autre élément, il y a toute la question des logiciels libres, de même que les applications, si on pense à Apple puis à la tablette Apple, où on va faire des versions de technologie d'aide, mais où on va aussi faire des versions des applications web qui peuvent contribuer à certains apprentissages. C'est un peu le même principe. Il y en a tellement qu'il y a un peu d'essai et d'erreur là-dedans. Par contre, quand on regarde au niveau de la recherche de technologie d'aide, on est vraiment là dans les reconnaissances vocales. Ceux que j'ai énumérés tantôt, c'est sûr que ça, c'est des choix qui sont avec moins de risques parce qu'ils ont fait leurs preuves. OK, donc merci Nadia. C'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Alors, nous allons mettre fin à la séance de questions et réponses. Si vous avez d'autres questions, écrivez-vous à info@commercial.taa-l'école.ca et nous verrons que vos questions obtiennent une réponse. Une fois encore, je tiens à remercier la Dr Nadia Rousseau pour une merveilleuse présentation. Et je tiens également à remercier tous nos participants de s'être joints à nous. N'oubliez pas que nous enverrons les diapositives de Dr Nadia Rousseau et un court sondage à la fin du webinaire. Nous serions reconnaissants si vous preniez le temps de le remplir afin que nous puissions utiliser cette information lors de la conduite des webinaires futurs. Nous vous rappelons aussi qu'un lien vers ce webinaire enregistré vous sera envoyé dans environ 2 semaines. Merci encore de votre participation et une bonne journée.